Bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique et aujourd'hui nous allons nous intéresser à Warcry et plus précisément au Gloomspite Gitz afin de savoir si c'est une bande qui est faite pour vous. Dans cette série, nous allons parler de l'historique de la bande dans Age of Sigmar, quel est leur style de jeu sur le champ de bataille, quel mercenaire est intéressant pour eux et finalement je vous proposerai deux listes de bandes, une pas chère et une plus orientée tournoi. Et n'oubliez pas que la première règle pour choisir une bande est qu'elle vous plaise visuellement, le reste ne vient que bien après. Les peaux vertes ont infesté les royaumes mortels dès les premiers jours de l'âge des mythes. Quand Sigmar voyagea dans les royaumes à la recherche de tribus humaines pour rebâtir la civilisation, il trouva partout des Oruks et des grottes en train de proliférer. Le développement des cités de Sigmar repoussèrent les peaux vertes dans la nature sauvage, mais leur capacité de destruction primaire et leur nombre n'a jamais diminué. Même durant l'âge du chaos, qui a vu des royaumes disparaître les uns après les autres, les grottes subsistèrent grâce à leur ténacité et leur ruse. Les grottes ne sont ni braves ni forts. Cependant, en groupe, ils sont rusés, complices, méchants et égoïstes. Leur penchant naturel pour les comportements violents compense leur manque de capacité physique ou mentale. S'il y a une chose que les grottes savent faire, c'est prendre soin d'eux-mêmes. Quand la guerre du chaos faisait rage, la grande majorité des tribus grottes se sont cachées sous terre pour résister à la tempête. Les grottes Moonclan évitent la lumière du jour en permanence. Elles leur brûlent la peau et blessent leurs yeux perçants. Ils révèrent l'abomination céleste, connue sous le nom de Bad Moon. A l'inverse, le croque-mitaine dans les traditions Moonclan est représenté par une boule de lumière brûlante. Les grottes Moonclan se cachent dans des grottes et des tanières, nourrissant leurs squigs, cultivant leurs étranges champignons et n'attaquant en surface que pour de juteux pillages. Au travers l'âge du chaos, les Gloomspite ont étendu leur empire, alors que les champions des dieux du chaos se battaient pour les terres à la surface, les grottes creusèrent sous terre, établissant d'improbables cités, éclairées par des champignons et élevant d'étranges créatures et insectes. Bien sûr, une telle expansion leur fit croiser les forteresses de Magma Fireslayer et les terriers Skaven. Dans ces cas, la guerre fit rage dans les tunnels, et plus d'un terrier fut annihilé, mais de temps à autre, les perfides grottes parvinrent à prendre par surprise les défenseurs et à conquérir ces malheureuses places fortes. Bien évidemment, comme partout ailleurs, les Gloomspite sont établis aux 8 points, et ils n'hésitent pas à envoyer de petites unités récupérer ce qui leur semble précieux, que ce soit des artefacts magiques ou de simples bouteilles. Dans une bande Gloomspite Gitz, on peut croiser des stabas, ils forment le gros des forces, avançant sur l'ennemi au son de gong et agitant leur bannière. Les yeux exorbités par la folie, ils se déversent sur les lignes ennemies, poignardant sauvagement tout sur leur passage. Des shootas, ils se rassemblent en masse pour faire pleuvoir une nuée de flèches noires sur l'ennemi. Ils perforent ainsi leurs victimes avant de l'encercler et les poignarder vicieusement à mort. Des kev squig, avec ardeur. Des troupeaux de squigs se jettent dans la bataille, mordant de leurs énormes crocs tout ce qui s'approche. Le ardeur, les poussant dans la bonne direction, utilisant des bâtons pointus et faisant du bruit pour les rallier. Des squighoppers, ils bondissent follement dans la bataille, ravageant tout ce qu'ils percutent. Chaque squig a un grotte tremblant accroché à son dos, essayant de frapper les ennemis proches en tentant vainement de contrôler sa monture. Des bonnes grottes, ce sont des cavaliers squig qui ont réussi à survivre à plus d'une bataille. Ils portent des casques de chevaliers et piquent leurs ennemis de leurs lances pointues. Finalement, des sneaky snufflers. Entraînés par le squig renifleur, ces grottes récoltent les champignons précieux et magiques du champ de bataille. Ils découpent quiconque croise leur chemin et distribuent des champignons hallucinogènes aux grottes à proximité pour s'amuser. À présent, parlons d'eux sur la table de jeu. Leurs points forts, leurs unités ne sont vraiment pas chères et elles sont adaptées à différents styles de jeu, dont la possibilité de jouer sur le nombre. Leurs points faibles, ils sont fragiles, et ils ont besoin de leurs habilités pour être vraiment efficaces, et ils ont également besoin d'être nombreux pour les utiliser. Ouvrons une parenthèse pour parler de leurs habilités justement. Ce sont des versions améliorées des aptitudes universelles de base, mais qui ne fonctionnent que s'il y a un combattant ami à 1 pouce. Sur un double, vous pouvez ajouter 1 en force et en attaque, mais il faut un combattant ami à 1 pouce. Sur un quad, vous pouvez faire un mouvement bonus puis une attaque bonus, et s'il y a un combattant ami à 1 pouce, vous ajoutez en plus la valeur de cette habilité aux dégâts et dégâts critiques, ce qui peut être dévastateur. En troupes sacrifiables, nous avons les stabas. Il en existe 3 différentes versions. La classique, avec épée, la version avec lance qui gagne un peu de portée et de dégâts critiques au détriment du nombre d'attaques, et finalement la version avec filet barbelé, qui fait moins de dégâts, à moins d'endurance, mais qui gagne la compétence sur un double de pouvoir empêcher une figurine ennemie à 3 pouces de faire une action de mouvement ou de désengagement pour ce tour sur un 3+. Ce dernier coûte également 25 points de moins que ses camarades mieux armés, ce qui en fait une troupe sacrifiable de premier choix. En troupe sacrifiable à distance, nous avons les shootas. Ces derniers sont équipés d'arcs, leur permettant de tirer à 12 pouces.
Leur faible coût permet de compenser la faiblesse de leur arme, ce qui les rend particulièrement redoutables si vous en prenez beaucoup. En élite, nous avons le Squig Herder et le Kev Squig. Notez que dans le dernier errata, le prix du Squig Herder est descendu à 45 points. Ce dernier a une compétence sur un triple qui donne un mouvement bonus à un Squig à 4 pouces. Je trouve cette aptitude un peu chère à utiliser et très circonstancielle, car après l'avoir utilisé, il y a des chances que votre Squig ne soit plus à portée de l'aptitude pour le reste de la bataille. Le Kev Squig, de son côté, est une petite machine à tuer. Modérément résistante, il fait cependant beaucoup de dégâts et peut venir à bout des troupes élites adverses. En unité équilibrée, nous avons les Sneaky Snufflers. Ils ont un très bon ratio qualité-prix en étant peu chers pour le nombre de points de vie et leurs dégâts. Ils n'ont pas vraiment de rôle spécifique, mais peuvent parfaitement servir à combler une liste. En élite rapide, nous avons les Chevaucheurs de Squig. Ils tapent fort, se déplacent rapidement avec le vol et disposent d'une habilité sur un triple qui inflige des dégâts de la valeur de l'habilité quand ils finissent une action de mouvement à 1 pouce d'un ennemi. Cette aptitude est très pratique si vous partez en chasse d'un porteur de reliques adverse. Nous avons le Squig Hopper, qui est le plus offensif des deux, avec plus d'attaque et plus de mouvement, et la version plus tanky, le Boingrot Bounder, qui perd un peu en mouvement et en attaque pour gagner de la portée, des points de vie et de l'endurance. Le leader a la capacité d'ajouter une attaque d'une portée de 3 ou moins à toutes les figurines ennemies à 6 pouces. Il va donc falloir l'amener près du corps à corps pour profiter pleinement de ses talents. Nous avons le Moonclan Boss, bien que plus fragile et moins rapide que ses compères sur Squig, il fait de bons dégâts et coûte peu cher, ce qui peut le rendre intéressant, surtout dans une bande jouant sur le nombre. Ensuite, nous avons la version Squig Hopper et Boingrot, qui disposent des mêmes avantages que leur homologue non leader. Le Squig Hopper étant plus orienté dégâts et le Boingrot étant plus résistant. En mercenaire, je vous conseille le Savage Big Boss. Il apporte les points de vie qui peuvent manquer à votre bande pour un prix raisonnable. Il dispose d'une habilité sur un quad qui augmente la caractéristique de mouvement des combattants à 9 pouces, ce qui permet de placer facilement vos troupes et de tirer avantage de votre nombre. Au final, nous avons une bande versatile. Quel que soit votre style de jeu, vous pouvez trouver votre compte avec les Gits. Ils restent cependant fragiles et dépendent beaucoup de leur aptitude pour être vraiment efficaces. Il faudra donc un peu de temps pour apprendre à bien les maîtriser, et entre de bonnes mains ils sont redoutables et donneront du fil à retordre aux joueurs les plus expérimentés. Pour une bande budget, il vous faudra débourser 30 € pour une boîte de 20 stabas, vous permettant de créer une bande jouant sur le nombre et la distance. Cette bande est particulièrement fun à jouer, elle est composée d'un Boon Boss, un stabat avec filet barbelé, 5 stabas avec épée et finalement 7 shootas. Pour une bande plus orientée tournoi, je prendrai un Squig Hopper Boss avec 2 Squig Hoppers, qui me serviront pour récupérer les objectifs et effectuer des frappes chirurgicales grâce à leur supériorité de mouvement et leur aptitude de charge. Pour limiter les mouvements de mon adversaire, je les occuperai avec 2 stabas avec filet barbelé et finalement en soutien 4 shootas. Cette bande n'est pas facile à jouer car vous aurez peu de points de vie, il va donc falloir choisir vos combats avec soin, mais les hoppers et les shootas permettant de se débarrasser avec précision d'une figurine ennemie alors que les stabas immobilisent complètement les gros frappeurs adverses. J'espère que cette vidéo vous aura permis de savoir si les Gloomspite Gits est une bande pour vous. N'hésitez pas à me signaler dans les commentaires quelle bande vous voudriez voir ensuite. Tout sweet.